Bonjour à tous. Nous poursuivons sur le chapitre concernant le corps central et le cas particulier maintenant d'un système à mouvement circulaire. Et au sein de ce mouvement circulaire, encore un mouvement particulier, le satellite géostationnaire. Alors, donc c'est géo, ça veut dire qu'on est autour de la Terre. Géo, c'est le préfixe associé à la Terre. On va déterminer quels sont les critères pour placer un satellite dans une orbite géostationnaire. Donc déjà, étudions ce que signifie le terme géostationnaire. Satellite géostationnaire, c'est qu'il va être immobile par rapport au référentiel terrestre. Géostationnaire, immobile par rapport au référentiel terrestre. Le premier point, maintenant on se dit tous, si je représente des astres de la main, comme ceci, rapidement, on n'est pas trop mal quand même non plus. Voilà. Si on, donc la Terre a une rotation angulaire oméga. Voilà. Donc on se dit, première chose, donc on a un système lié à la Terre. Ceci, des axes qu'on peut représenter liés à la Terre. Donc on a le référentiel terrestre qui est en rotation uniforme, qu'on va considérer qui est uniforme, rotation uniforme, autour de l'axe des pôles. L'axe des pôles. Dans le référentiel géocentrique. Dans le référentiel géocentrique. Avec ici, géocentrique qui est lié au centre de la Terre. On voit du centre de la Terre. La période de rotation est 24 heures. On va arrondir à 24 heures. Donc ça veut dire que le satellite doit avoir le même mouvement dans le référentiel géocentrique. Ça veut dire avoir le même mouvement dans le référentiel géocentrique que la Terre. Qu'un point appartenant à la Terre. Donc ça déjà, j'ai dit dans la période de rotation de la Terre, on peut conclure quand même, étant donné que la Terre effectue une rotation autour de l'axe des pôles en 24 heures, le satellite, situé en orbite géostationnaire, doit lui aussi avoir une période de rotation, de révolution autour de la Terre de 24 heures. Mais en plus, il y a une chose très importante. Est-ce qu'on peut placer n'importe où le satellite géostationnaire? Forcément, vous entendez quand je pose cette question que la réponse va être non. Si je regarde un point, si je le positionne, donc là on a le centre de la Terre, et haut. Donc on a si je représente ceci comme ça. Hop. Là, dans le système, la force est centrale. Donc F, ceci, F est centrale. Donc là, le système, le problème c'est que donc là, a priori, je représente, là ça c'est la trajectoire du satellite, et la Terre comme ça, comme tout à l'heure, autour de son, et en rotation à oméga, donc angulaire oméga. Sauf que, forcément, si la Terre tourne comme ceci et que le satellite est situé à une longitude, une latitude quelconque, eh bien, selon l'instant, on n'aura pas du tout, l'instant donné où se situe le satellite, on n'aura pas du tout, on ne verra pas au même point. Lorsque la Terre aura parcouru 1 degré et le satellite 1 degré, il y aura un déplacement du point M par rapport au point G. La seule possibilité pour que les deux tournent avec la même période, mais et qui restent à l'aplomb l'un de l'autre, c'est d'avoir, parce que là, une force centrale, ici, et bien c'est d'avoir un système dans le plan équatorial. Donc, une espèce de représentation d'un plan comme ça. La trajectoire comme ceci. Donc appartient à ce plan-là, et donc la force elle est centrale.
Pas de problème maintenant. Les deux peuvent retourner. Oméga comme ceci. Le point M peut tourner et la Terre tourne autour de son axe et les deux tournent et lorsque l'un a parcouru 1 degré, l'autre a parcouru 1 degré également autour de ce cercle-là. Donc deux conditions. Souvent les élèves pensent à la condition sur la période, T révolution du satellite égale T rotation de la Terre sur elle-même. Terre sur elle-même. Ce critère-là, vous ne l'oubliez pas souvent. Et par contre, et le deuxième, vous l'oubliez fréquemment, satellite appartient au plan équatorial. Alors maintenant, on va déterminer quand même est-ce qu'on peut le positionner n'importe où, justement, quelle est l'altitude, comme on vient de trouver que la période devait être celle de rotation de la Terre autour de des pôles, quelle doit être l'altitude à laquelle on place les satellites géostationnaires. Donc on utilise, évidemment, vous avez compris, la troisième loi de Kepler, appliquée à cette fois le centre attracteur qui est la Terre, le satellite plongé dans le champ gravitationnel de la Terre. Le champ gravitationnel de la Terre. On a donc T carré sur, on va dire, R cube égale G, cette fois, pardon, 4pi carré sur GMT, je vais l'écrire, 4pi carré sur grand G avec cette fois la masse de la Terre, et R, un petit schéma, donc ici c'est RT, plus HR étant cette distance-là en Terre, et ça pardon, il y a un RT qui n'a pas dû passer, le petit là étant RT, ça c'est RT. R égale RT plus H. On fait le calcul littéral, donc ça nous donne RT plus H égale T carré GMT sur 4pi2 à la puissance 1 tiers. Alors, je vais faire écrire les valeurs numériques. Hein. Donc 24, on considère 24 heures. Donc 24 3600 au carré fois 667 10 moins 11 fois 194 10 puissance 24. Donc là, l'ordre de grandeur de la Terre doit être connu également sur 4pi carré à la puissance 1 tiers. Après calcul, sans se tromper, on arrive à 42 000, on va trouver un chiffre significatif, 3, 42,2 10 puissance 6 mètres, donc 42 000 km, alors 42 000 km, mais nous ce que l'on cherche c'est plutôt H, l'altitude, donc c'est R moins RT, et RT, il faut absolument ça par contre connaître, le 6370 km, alors on peut prendre 6400, hein. Dans le cas, si j'ai pris seulement 2 chiffres ou 3 chiffres significatifs, bon, peu importe. Donc H, en fait, c'est à peu près donc 35 000, 35,8, 36 000 km. Alors, retenez cet ordre de grandeur, 36 000 km, à comparer quand même, on remarque l'altitude de l'ISS. ISS, alors je ne l'écris pas, justement, sur beaucoup d'entre eux, c'est une vraie question, évidemment je connais la réponse, mais c'est forcez-vous à, si vous ne connaissez pas, est-ce que l'ISS est à n'importe quoi, 5 000, 10 000, 50 000 km, 500, 300, etc. Donc ça fait partie des choses que vous devez connaître, l'altitude, l'ordre de grandeur en tout cas de l'altitude de l'ISS. Ça ne peut pas vous permettre de dire que l'ISS est à 5000 km par exemple de la Terre.
Donc, voilà pour ce qui concerne le satellite géostationnaire. Avant-dernier point du chapitre qui concerne l'énergie mécanique. Alors, on va faire la démonstration dans le cas général, cette fois, dans le cas d'une trajectoire elliptique. Donc, énergie mécanique. Elle n'est pas... En première lecture, en fait, vous pourrez vous contenter du résultat, si vous voulez, mais ça tombe quand même fréquemment dans les sujets un petit peu type mine centrale. Donc, se contenter du résultat en première lecture. En première lecture, vous pouvez vous contenter du résultat. Mais, on va faire la démonstration, c'est pas extrêmement difficile, vous allez voir que c'est tout à fait possible. Donc, l'énergie mécanique, on a vu qu'elle peut s'écrire sous forme 1/2 de m r point carré plus l'énergie potentielle effective qui ne dépend elle que de R. Et donc, on a 1/2 de m r point carré plus 1/2 de m c carré sur r carré moins k sur r. Ce que l'on cherche, c'est les extrémums Rmin et Rmax, Rmin et Rmax de la trajectoire elliptique. Donc, son solution de l'équation du second degré qu'on va alors mentionner un peu plus. Son solution de l'équation sont telles que les extrémums, ça signifie donc que R point égale 0 en R min et R max. Ça veut donc dire qu'on a EM, je vais tout donc ça veut dire EM, je vais réécrire 1/2 de MC carré sur R carré moins K sur R. Je multiplie tout par R carré et j'aboutis donc à EM R carré plus KR moins 1/2 de M C carré égale 0. Donc, équation du second degré dont les solutions sont R min et R max. Les distances minimales, donc R apogée et R périgée, dans le cas d'une trajectoire elliptique. Le discriminant est égal donc à K carré plus 4 MC carré 1 sur 2 par EM. J'ai oublié la fraction. Bon, on va mettre 1 sur 2M, 1 sur 2 EM. Qu'est-ce que je vais faire? N'importe quoi. On va mélanger B sur 2A, donc B au carré moins 4AC. Donc ça c'est bon, c'est un plus mais ça fois. B au carré moins 4AC, donc ça c'est bon. Et donc les solutions, R min max, sont de la forme, donc moins B sur 2A, moins K sur 2EM. Donc ça c'est pardon, il faut peut-être que je le précise quand même, que c'est strictement positif dans le cas où vous avez donc cette trajectoire. Donc on a moins K sur 2M, plus ou moins racine de K carré plus 2 EM M C carré divisé par 2M. Voilà. Et en fait, j'aurais dû faire un schéma, je ne l'ai même pas mentionné. J'aurais dû le faire depuis le début. Maintenant, je vais le faire là, dans l'ellipse. Plus ou moins de succès, ainsi qu'on fait une autre. Est-ce que c'est possible? Alors,
Donc là, vous avez le point O. Ici, on a Rmin. Ici, Rmax. Donc là, dans cette R quelconque, on s'affiche. Et un petit peu l'écouteur. C'est ce que je veux dire. De là à là, c'est 2 fois le demi-grand axe. 2A. Donc, regardez donc les. Alors, oui, je n'ai même pas entouré je n'ai même pas exprimé Rmin et Rmax, c'est pas la peine. On va de toute façon, on va voir qu'en fait, 2A c'est Rmin plus Rmax. Donc, vous avez les expressions sous les yeux. 2A égale Rmin plus Rmax. Hop, donc je réécris les expressions. Vous avez remarqué qu'en fait, le terme avec la racine va disparaître. Donc il va nous rester moins K sur 2EM, moins K sur 2EM, en ajoutant Rmin et Rmax, parce qu'il y a un plus et un moins, que ce, dans Rmax il y a un signe plus, dans Rmin il y a un signe moins, et lorsque vous faites la somme, les deux sont simplifiés. Ça nous donne donc 2A égale moins K 2EM, pardon, sur Et ce qui nous intéresse, parce que ça s'appelle quand même énergie mécanique, l'énergie mécanique, dans le cas d'une trajectoire elliptique, est égale à moins K sur 2A. Donc, et ça, vous pouvez l'utiliser directement. Vous pouvez l'utiliser directement, ce résultat-là. Que l'énergie mécanique s'écrit moins K sur 2A. Donc, K, trajectoire elliptique. Dans le cas d'une trajectoire circulaire, eh bien l'énergie mécanique est égale, non, je le souligne, c'est important aussi quand même, ceci est égal à moins K sur 2R, et en plus on va pouvoir simplifier, enfin exprimer pardon, l'énergie mécanique en fonction de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Alors, on a par ailleurs, on a, je précise un cas trajectoire circulaire, eh bien, EM qui s'écrit moins, qui s'écrit EC plus P, et qui donc s'écrit 1 demi de M V carré moins K sur R0. Or, V, on l'a montré juste précédemment, dans une trajectoire circulaire, ça s'écrit G, M sur R0. Je remplace, ça donne 1 demi de M, 1 demi de M grand G, grand M, sur R0. K, eh bien c'est grand G, M, M. Donc ça donne moins grand G, M, M sur R0. Ce qui nous donne que l'énergie mécanique est donc égale à moins. Donc là, c'était l'exemple. Là, on peut le démontrer. Enfin, le démontrer. On arrive au résultat moins G, M, M sur 2R0. Ce qu'on a obtenu ici, donc on va mettre sur 2R0 ici. Là, on le démontre, pseudo-démontre, enfin, on le démontre, oui, dans le cas d'une trajectoire circulaire. Et c'est surtout ce à quoi je voulais arriver, c'était qu'en fait, on identifie ici, ça c'est, qu'on obtient, l'énergie mécanique, c'est l'opposé de l'énergie cinétique, et que c'est l'énergie potentielle sur 2. J'encadre ceci. Donc ça, c'est vraiment de la reconnaissance. Ça, c'est EP. Et ça, c'est égal à donc EM 2E. Et ceci, c'est égal à moins EM. CEC, bien sûr. Et c'est égal à moins EM par identification. Et donc, on va encadrer ceci. Et attention, je refais le lien. C'est interdit d'utiliser ça
Attention, ne pas l'utiliser dans le cas de la trajectoire elliptique. Cas d'une trajectoire elliptique. Par contre, ne vous privez pas de l'utiliser dans le cas d'une trajectoire circulaire. C'est parfaitement faux dans le cas d'une trajectoire elliptique, forcément. Bon. Donc on va s'arrêter là pour cette partie-là, et puis on poursuivra ensuite.